À 2 semaines de la fête nationale, les infrastructures du projet Lac arrivent, pourtant centrales aux festivités voulues par Andretzwil, sont loin d'être achevées. Pour les politiciens, ce retard alimente les doutes. S'agit-il d'un blocage technique ou d'un manque de moyens financiers? À la conférence des Nations Unies pour l'océan 2025 à Nice, Andretzwil a souligné l'importance de protéger les océans pour l'avenir de Madagascar. Pourtant, le pays peine à contrôler ses 5000 km de littoral, exposés aux trafics illégaux et à la surexploitation. Les petits pêcheurs, surtout à Touliage, en subissent les lourdes conséquences. De l'actualité internationale, d'après la défense civile palestinienne, 31 personnes ont été abattues dans la bande de Gaza par des tirs de l'armée israélienne mercredi 11 juin 2025, alors qu'elles approchaient d'un centre d'aide américain. Des épisodes similaires ont eu lieu ces derniers jours. À 15 jours de la célébration de la fête nationale, même pas une partie des infrastructures du projet Lac arrive, sur lequel Andretzwil mise pour les festivités, n'est encore achevée, selon les constats sur place. Face aux nombreux problèmes que connaît le pays et aux souffrances quotidiennes de la population, le régime a pourtant fait de l'achèvement de ce projet et de l'approvisionnement en énergie renouvelable sur le site une priorité pour marquer le 65e anniversaire de l'indépendance, comme l'a souvent affirmé le chef d'État. Ce lieu est censé devenir un espace de loisirs pour les habitants d'Antananarivo, d'où l'empressement affiché à finaliser les travaux. Pour rappel, en avril et mai dernier, une maquette des vidéos du projet ont été présentées publiquement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le président avait promis que toutes les premières phases seraient achevées avant la célébration du 26 juin 2025. Or, alors qu'on devrait déjà être dans la phase de préparation des cérémonies, les travaux sont encore loin d'être terminés. Les infrastructures destinées aux festivités ne sont pas prêtes. Cette situation soulève des interrogations dans la classe politique. S'agit-il d'un problème d'ordre financier ou technique? On se demande si ce sont les techniciens proches du régime, chargés de mettre en œuvre la vision du président, qui proposent de tels projets irréalisables pour conserver leur poste sachant qu'ils sont évalués tous les 6 ans ou si c'est le président lui-même qui a pris l'habitude de faire des promesses non tenues. Cela révèle en tout cas une immaturité dans la gestion du pays. Car une fois les projets du programme général de l'État adoptés par les parlementaires, ils devraient être effectivement réalisés. Toujours selon Alain Samedi, le président manquerait de ce que l'on appelle l'éthique du pouvoir. Cette éthique implique le respect de la parole donnée, une gouvernance responsable et le respect du peuple qui attendait un changement réel et non une accumulation de promesses non tenues comme c'est malheureusement le cas depuis ces dernières années. Un président qui possède une véritable éthique du pouvoir doit inscrire son programme dans une logique mesurable dans le temps. Il est étonnant de voir que l'actuel chef de l'État ne se contente que de discours creux et mensongers. Il avait promis que le projet Lac arrive serait achevé d'ici le 26 juin. Les dirigeants ne devraient pas faire de telles promesses, car cela fragilise la souveraineté de l'État et réduit la confiance de la population. Selon les engagements pris par le régime, le Lac arrive devait devenir un pôle de développement économique et culturel. Le programme d'Andretzwil évoquait notamment la construction d'un village artisanal, d'un jet d'eau de 250 mètres de hauteur, d'un jardin paysager, de bus électriques et du palais du futur. Seront-ils achevés à temps pour la fête nationale et pourront-ils être présentés aux invités lors de l'accueil de la conférence de la SADC afin de montrer que Madagascar est sur la voie du progrès, s'interrogent les observateurs. En tant qu'île, la protection de nos océans et de leurs ressources est la protection de notre avenir, a déclaré Andretzwil lors de son discours à la conférence des Nations Unies sur l'océan 2025, tenue à Nice, en France. Il a souligné que cela exige un devoir de responsabilité, ainsi que la coopération et l'action concertée de toutes les nations.
Cependant, au regard de la situation à Madagascar, la protection des frontières et des eaux territoriales reste difficile et échappe largement au contrôle des autorités. Le littoral s'étend sur près de 5000 km. En réalité, la mer et les ports deviennent le théâtre d'un trafic illégal généralisé, freinant le développement économique. Le manque de capacité à surveiller les frontières favorise également l'immigration clandestine, l'introduction de drogue et l'exploitation abusive des ressources halieutiques. Les petits pêcheurs des côtes malgaches, notamment à Mahajang, Diego, Mourndave et surtout autour de Touliar, sont quant à eux confrontés à d'importantes difficultés. Les prises ne sont plus ce qu'elles étaient, témoignent ceux qui pratiquent ce métier depuis plusieurs décennies. La pêche n'est plus comme avant. Nos prises ont diminué. Avant, on avait de quoi manger, économiser et vendre. Maintenant, c'est à peine si l'on trouve de quoi se nourrir. Un facteur direct de cette situation, selon les pêcheurs, serait la présence de grands navires étrangers opérant dans les eaux territoriales, notamment sur la côte ouest. Il y a un bateau chinois à l'ouest. Il pêche là où nous avions l'habitude d'aller. C'est pour ça que nos prix ont baissé. Ces pêcheurs livrent leur combat seuls, sans aucun soutien, ni de l'État ni des partenaires. Les promesses faites sur le développement du secteur de la pêche ne sont que des paroles en l'air, déplore-t-il, lançant un appel pour que l'attention soit enfin portée sur ce secteur en difficulté. Andadzwil a à plusieurs reprises attribué cette dégradation des moyens de subsistance des petits pêcheurs aux effets du changement climatique, mais selon les témoignages recueillis auprès des communautés concernées, c'est surtout le manque de responsabilité des autorités en matière d'accompagnement et de valorisation de leurs activités qui est en cause. À l'inverse, les pêcheurs étrangers bénéficient de conditions plus avantageuses, dans le cadre d'accords souvent opaques, suscitant de vives interrogations quant à leur contenu et à l'absence de mécanismes de contrôle efficaces. La situation est encore aggravée par la présence de pêcheurs illégaux qui opèrent en toute impunité, profitant du manque de moyens logistiques et humains de l'État pour assurer une surveillance effective des eaux territoriales. Par ailleurs, les restrictions imposées aux zones de pêche artisanale ainsi que les interdictions d'accès aux plages pour l'accostage des pirogues viennent accentuer la précarité des pêcheurs locaux déjà fragilisés par ces multiples obstacles. À la suite des manifestations des étudiants de l'école politique de Voetvoorn tenues hier, les autorités ont annoncé des mesures jugées partielles, temporaires et manquant de transparence par les étudiants. En réponse, ils ont déclaré qu'ils suivraient de près l'application des engagements pris afin d'éviter que ces décisions ne relèvent une fois de plus de simples manœuvres d'apaisement sans lendemain. Parmi les mesures annoncées figure la garantie d'un approvisionnement continu en électricité sur le site de 5 h du matin jusqu'à minuit. Toutefois, certaines revendications majeures des étudiants, comme la réhabilitation des toilettes dégradées ou la suppression du loyer annuel de 18 000 ariages, demeurent sans réponse. Ces derniers refusent de s'en acquitter tant qu'aucune justification claire n'est apportée sur l'utilisation de ce loyer. Ils avertissent qu'en cas de non-respect des promesses, les manifestations reprendront immédiatement. Un groupe électrogène a par ailleurs été installé sur le campus, censé garantir l'autonomie énergétique et donc l'absence de nouvelles coupures d'eau. Pourtant, de nombreux étudiants interrogés expriment leur scepticisme, craignant que cette solution ne soit que de courte durée et serve davantage à calmer la contestation qu'à résoudre durablement les problèmes. D'un autre côté, après l'incendie ravagé des étals de marché à Voetvoorn durant la grève, une réunion de crise s'est tenue ce jour à la commune d'Alakamisfenariv. Y ont pris part le maire, des représentants des commerçants, des forces de l'ordre ainsi que des délégués étudiants. À l'issue des échanges, un accord a été trouvé en vue d'éviter de futurs débordements et de mieux organiser la vie communautaire locale. La commune s'est engagée à soutenir la reconstruction des infrastructures commerciales, tandis que les étudiants participeront à la remise sur pied des étals afin d'aider les commerçants à relancer leurs activités. La commune apportera une aide concrète aux commerçants touchés. Beaucoup viennent de loin pour gagner leur vie ici. Même si un accord est signé, sa réussite dépend de la responsabilité de chacun, étudiant comme communauté. Cet accord doit servir de balise pour avancer ensemble.
Par ailleurs, dans un apparent souci d'apaisement, les autorités ont également publié dans l'urgence, au lendemain des protestations, le calendrier de versement des bourses universitaires encore attendu, dont la distribution débutera le 19 juin prochain. Depuis 7 ans, le pouvoir central n'a cessé d'éroder les prérogatives des maires, ont déploré ses représentants élus. L'application rigide par le régime d'une nouvelle mesure concernant le recouvrement des impôts, désormais centralisée, affaiblit encore davantage une décentralisation déjà vacillante. Le transfert de la collecte de l'impôt foncier et de l'impôt sur les propriétés bâties au service des impôts risque de réduire le nombre de contribuables et donc les recettes des communes. Cette décision fragilise la décentralisation, car l'autonomie financière est la clé de son efficacité. La collecte des impôts est déjà difficile, et les montants sont faibles. Maintenant que cette compétence est retirée à la commune, de nombreuses collectivités vont se retrouver en difficulté. Dans certaines zones enclavées, comment les gens pourront-ils aller payer leurs 2 milliards d'impôts en ville, alors que les frais de déplacement dépassent ce montant? Pour rappel, à compter de 2025, le ministère de l'Économie et des Finances, via la Direction générale des impôts, retire aux communes la collecte et l'usage des impôts fonciers et sur les bâtis. Ces taxes seront désormais perçues par les centres fiscaux et reversées au trésor public. Les communes auront pour seule mission le recensement, les enquêtes et l'évaluation, afin de transmettre les données aux services fiscaux, seuls habilités à effectuer le recouvrement auprès des contribuables. Une réforme imposée à l'ensemble des maires alors que plusieurs points restent flous. Les citoyens paient leurs impôts en fonction de la confiance qu'ils accordent aux maires. Aujourd'hui, on ne sait pas quel pourcentage reviendra à la commune. Espérons que ce sera à 100%. Quelle sera la procédure de rétrocession? Sera-t-elle respectée? Nous demandons la suspension de cette décision et une consultation nationale des maires afin d'en discuter les fondements. Cette réforme risque d'avoir de lourdes conséquences, à savoir difficulté à payer le salaire des employés communaux, paralysie des projets de développement local et perte d'autonomie réelle des communes. Même avec la meilleure volonté, les maires ne pourront pas tenir leurs engagements de campagne. Pour l'heure, aucune garantie n'est donnée quant à la part des recettes qui reviendra effectivement aux communes, ni sur la régularité de ces transferts. Le risque est grand que ces fonds soient redirigés vers d'autres priorités du pouvoir central. Le sang versé par les martyrs de l'indépendance semble aujourd'hui avoir été versé en vain, au vu de la situation actuelle du pays, selon le professeur Jonaras Mazavi. Le slogan selon lequel Madagascar doit avancer reste illusoire pour la population, tant la gestion actuelle du pays semble déconnectée de la réalité. D'après cet enseignant-chercheur, les actions du régime en place n'ont aucun impact concret sur la population à la base et ne mènent en rien au développement. Quel développement peut-on espérer dans un pays miné par les coupures d'électricité et la pauvreté généralisée des ménages? Est-ce pour cela que nos ancêtres se sont battus? Lorsqu'on observe le leadership du chef d'État du Burkina Faso, il y a de quoi envier. À Madagascar, pouvons-nous réellement parler d'indépendance? Je ne pense pas. D'où viennent notre nourriture, nos médicaments, notre carburant? Et si, un jour, le riz que nous importons venait à être empoisonné et espérons que cela n'arrive jamais, que pourrions-nous faire? Un poison à effet retardé pourrait suffire à décimer une population entière. Par ailleurs, l'attribution de terrain à des ressortissants israéliens pour exploitation est, selon lui, une forme indirecte de vente de la patrie, doublée d'un mépris envers la compétence locale. Aujourd'hui, de nombreux Malgaches ne sont plus propriétaires de leur terrain et sont devenus étrangers sur leur propre sol. Cet enseignant a également souligné la menace qui pèse sur la langue malgache, mise en danger par l'évasion croissante des langues étrangères. Face à cette réalité, la majorité des jeunes malgaches rêvent de quitter le pays. Seuls ceux qui n'ont pas d'alternative y restent. Quant à ceux
sans destination précise, ils sont contraints de fuir, poussés par l'insécurité grandissante, la pauvreté ou la perte de leur terrain.